Donc moi c'est Charlotte. Donc merci déjà Julie et Pascal de m'inviter. Je suis un peu honorée parce que c'est un peu la place des grandes dames ou des grands hommes, je ne sais pas. Je suis invitée parce que j'ai rencontré Julie dans le cadre d'une exposition pour laquelle j'ai voulu travailler parce que j'ai repris un master d'histoire de l'art et je travaille sur les théories queer et féministes comme stratégie d'exposition. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, je suis issue d'une famille gauchiste provinciale, d'un papa ouvrier qui était syndiqué, donc qui a toujours lutté, qui nous a transmis des valeurs de lutte en tout cas, et d'une maman prof, donc qui m'a transmis le côté nécessaire de s'éduquer pour que les choses changent. Donc j'ai fait les beaux-arts et ça m'est un peu apparu comme justement nécessaire de reprendre quelque chose d'un peu plus théorique pour avoir des fondements de réflexion pour pouvoir évoluer et peut-être aider les autres à évoluer. Donc voilà, j'ai été toujours portée par des valeurs de tolérance, d'ouverture, de lutte en fait pour lutter pour les choses qui nous paraissent nécessaires, qui nous sont vitales, qui sont vitales à nous et aux autres. Et voilà, j'ai des privilèges, donc je suis bien née, je pense. Je suis née blanche, je pense que c'est quand même assez facile pour moi du coup. Et justement, en fait, c'est un peu ça qui a été le point de départ de toutes ces réflexions, c'est que j'ai grandi sans me rendre compte en fait que j'avais de la chance d'être ce que j'étais. Et jusqu'au jour où je suis sortie de ma petite ville de province, où il n'y avait pas de gens différents, il n'y avait personne qui était mal jugé, puisque je pense en tout cas que tous ces gens étaient normés. Mais en fait non, maintenant je pense qu'ils ne l'étaient pas. Mais en tout cas on ne l'avait pas vu. Et du coup je suis partie de chez mes parents, je suis arrivée dans une grande ville, j'ai fait des voyages, j'ai été exposée à d'autres gens et je me suis rendu compte que waouh, en fait j'avais de la chance. J'avais de la chance d'être ce que je suis, puis en même temps je me retrouvais confrontée à des situations où c'était dur d'être ce que j'étais quand même. Et je suis arrivée à un âge aussi où je me suis rendu compte que j'aurais une vie amoureuse un peu différente des autres et que voilà, j'allais devoir assumer tout ça et puis me battre pour ce que j'étais et puis me battre pour ce que les autres sont aussi. Donc comme je l'ai un peu évoqué dans la question d'avant, j'ai grandi à la campagne et je suis assez vite partie vivre en ville pour des possibilités d'émancipation personnelle et puis pour faire des études. Et j'ai aussi beaucoup voyagé. Et en fait, c'est ces territoires-là qui m'ont permis justement de comprendre qu'on ne luttait pas de la même manière selon où on habitait et avec qui on habitait, avec quelles énergies on était capable de... En fait, c'est même pas d'imaginer la lutte, c'est de la mettre en pratique, parce qu'on peut l'imaginer, je pense, de la même manière, avec la même intensité partout. Mais la mettre en pratique, c'est plus difficile à certains endroits. Et je voulais, en fait, justement, une petite anecdote. Quand j'étais aux Beaux-Arts d'Avignon, j'ai fait un workshop avec un chorégraphe libanais qui s'appelle Alexandre Polikevitch, que si vous ne connaissez pas, il faut absolument découvrir ce personnage. Et qui nous a parlé de sa difficulté à être homosexuel. Et il danse la danse baladi, donc qui est réservée aux femmes normalement. Et lui, il a construit sa vie et toute sa pratique artistique autour de ça, de ces contestations-là, dans un pays où je pense qu'il est quand même bien plus difficile que chez nous de le faire. Et c'est des gens comme lui qui m'ont donné de l'espoir en me disant que même effectivement dans des territoires géographiques qui étaient un peu moins enclins justement à nous laisser libres et à nous laisser lutter. Mais c'est possible quand même. Et c'est possible aussi... Enfin, c'est un peu... Mon territoire à moi, je ne le définis pas forcément géographiquement, je le définis, comme je le disais, intellectuellement. Parce que pour moi, la base de tout, en fait, c'est dans la recherche, c'est dans la confrontation à des lectures, s'inspirer des autres pour grandir. Enfin, ouais, c'est eux qui me font grandir, c'est les lectures. C'est ma première inspiration, c'est Audre Lorde, mon frère, qui est lui quelqu'un de très engagé, très activiste pour
à peu près tout et n'importe quoi, toutes sortes d'exclusions, toutes sortes d'oppressions. On sent que je suis un peu fière d'être sa sœur, je crois. Mais il m'a offert ce livre et c'est ce jour-là que je me suis dit que oui, qu'effectivement, si moi j'étais peut-être moins touchée par certaines oppressions, même si je me rends de plus en plus compte que je le suis, parce que maintenant que j'en suis consciente, je vois plus de choses. Mais en fait, voilà, que je veux lutter pour les autres, encore plus que pour moi. Donc c'est là que j'en reviens à où je suis aussi. Donc j'ai voyagé, j'ai habité à la campagne, je me suis rendu compte que j'avais quand même des difficultés à la campagne à me faire entendre. Donc je suis revenue en ville. Là, je me suis inscrite à l'université pour faire ce master d'histoire de l'art. Et voilà, c'est là que la ville m'a offert des opportunités de rassemblement, parce que je crois qu'on a besoin de groupement à un moment donné pour avoir l'énergie, la force de s'exprimer et de lutter. Donc ça, en fait, il n'y a pas ça à la campagne, ou en tout cas, je pense que c'est un peu moins bien construit ou bien moins vu. Donc moi, c'est ça que la ville m'a permis. Et les voyages aussi m'ont permis, parce que j'ai été portée par des espoirs que j'ai vus dans d'autres pays. Donc, par exemple, j'ai vécu 1 an au Canada. Donc là-bas, je sais que ça m'a aidé à voir des possibles que je ne voyais pas ici. Je sais que j'ai beaucoup voyagé en Allemagne. Pareil, c'est un pays où je sais qu'il y a... Voilà, on m'a offert la vision de quelque chose de mieux, de différent en tout cas. Et je pense que j'essaye de ramener ça à mon échelle, à moi, donc à mon territoire intellectuel, culturel, artistique. Et dans mon territoire social, donc mes amis, ma ville, non, je dirais pas ma ville, mais voilà, mes cercles, donc familiaux et amicaux et amoureux, je crois. Ouais, alors ça, j'avais déjà un peu anticipé cette question. Donc effectivement, comme je disais, ça a souvent été plus des pensées collectives que des pensées individuelles, puisque mes éveils de conscience sont venus en voyant et en constatant les oppressions des autres, plus que les miennes. Après, j'ai été moi confrontée, je pense comme... Je sais pas, on parlait juste avant de commencer ce petit portrait de est-ce que je me définis comme femme ou non, est-ce que j'ai besoin de le faire. Là, je me définis dans cette phrase comme femme physiquement d'apparence. Donc je sais que j'ai été confrontée à cette, entre guillemets, difficulté d'être femme en tout cas, de ce que les autres percevaient de moi comme étant une femme. Et j'ai été... Moi, j'ai vécu, disons, des oppressions et j'en vis encore dans mes relations amoureuses, puisque le jour où j'ai compris que j'allais aimer quelqu'un du même sexe que moi, que j'allais devoir vivre avec, je me suis dit que ça allait être une lutte de tous les jours. Même si on veut nous faire croire que tout va bien maintenant, non. Et moi, j'ai une trouille bleue quand je sors dans la rue et que je tiens la main de ma petite copine. Mais je me fais un devoir de le faire. De un, parce que j'estime qu'on est quand même dans un pays où on est un peu plus libre que certains et que ce serait presque une honte de ne pas profiter de ce droit que d'autres n'ont pas et aimeraient avoir. Et puis je pense que oui, plus on va montrer aux gens que tout va bien, plus les gens vont intégrer que tout va bien. C'est des dispositions mentales. En tout cas, j'y crois, j'ai beaucoup d'espoir. Les gens me disent que je ne suis pas optimiste, mais je le suis bien plus que ce qu'ils disent. Et du coup, oui, c'est un peu pensée collective, effectivement, parce que moi, à mon échelle, encore une fois, je ne suis pas sûre d'avoir les moyens de lutter. Je n'ai pas la force de percuter des systèmes oppresseurs de politique ou religieux ou de pouvoir. Je ne suis pas, enfin, voilà, je suis pas un bélier, je n'arrive pas à tout casser, tout ça. Mais voilà, pour revenir du coup à ce sujet de mémoire, c'est parce que j'estime que
avoir passé 2 ans à réfléchir à tout ça, avoir passé 2 ans à lire, à rencontrer des gens formidables et qui ont aussi envie que les choses changent et qui sont portés par tout ça, moi je me sens grandie et j'ai envie d'aider les autres à grandir. Donc je sais que c'est pas grand-chose, c'est une petite poussière, c'est un petit mémoire, mais peut-être qu'il y a des gens qui le liront comme moi j'ai lu des thèses, comme j'ai lu des livres, comme j'ai lu, et que ça aidera ces collectivités un peu à changer. Et c'est un peu ça aussi que je voulais vous dire qui est important pour moi, c'est qu'à force de rencontres et de découvertes, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de gens qui étaient finalement portés par les mêmes espoirs que moi, par les mêmes luttes, alors qu'à côté de ça, on veut nous faire croire, et ça se voit aussi, c'est même notable, mais je pense que les gens parlent plus que ça n'existe, mais il y a une sorte de scission entre ces gens qui arrivent à grandir, à lutter, et puis une sorte de régression, de conservatisme un peu qui remonte. Là, il y a, je sais pas, on veut nous faire croire que tout va mieux parce que justement il y a des gens qui arrivent, et puis en même temps, moi je me sens tirée par des gens qui freinent à 2 pieds parce qu'il y a des violences LGBT-phobes, transphobes, il y a des violences sexistes, il y a tout ça, et puis à côté de ça, il y a ce côté super positif qui me tire et qui me dit mais non, regarde, il y a aussi des gens comme moi, comme toi, comme nous, qui luttons tous les jours, qui mettons des choses en place pour que ça change, qui artistiquement, voilà, ne serait-ce qu'instaurer des parités dans les artistes exposés, des choses comme ça, ce qui paraît pas grand-chose, mais ben voilà, moi je suis un peu dans cette ambivalence de, je crois tellement que tout ça, ça va changer, puis en même temps, je vois tellement qu'il y a des choses qui stagnent, voire qui régressent. Donc, les forces individuelles, voilà, c'est le combat est-il individuel ou collectif? Je pense que, ah oui, plein de petites forces individuelles, on peut essayer de faire un gros truc collectif qui marchera. Je pense que j'ai des engagements du coup qui se différencient sur 2 plans, donc un plan un peu plus personnel, intime, et des engagements que je dirais professionnels, politiques, sociaux, je ne sais pas trop quel mot utiliser. Donc déjà mon premier engagement c'est d'assumer et d'être fière de celle que je suis. Donc j'ai de la chance parce qu'on m'a élevée avec le droit d'être une femme forte et indépendante. Donc dans un cocon familial, on m'a dit t'en es capable, grandis, vas-y. Mais après on m'a dit non, tu peux pas, on m'a écrasée. Puis moi j'ai dit si, je vais y arriver. Donc je pense que déjà d'oser dire ben oui, je suis capable de partir à 20 ans toute seule à l'autre bout du monde, et puis non, j'ai pas peur, et puis oui, je vais partir faire du stop au Mexique toute seule, et puis non, les Mexicains ils sont pas plus méchants que les autres, et puis non, je vais pas me faire violer au bord de la route, et puis en tout cas pas plus qu'ailleurs. J'ai pas besoin d'un mari, j'ai pas besoin d'un schéma familial, j'ai pas besoin de gosse, c'est pas ça qui va me rendre femme plus que voilà, on dit des bébés chats, enfin d'un chat qui a besoin d'avoir des bébés pour devenir une maman. Je ne sais pas si on dit ça des humains, mais moi en tout cas je me sens femme sans avoir eu d'enfant, et j'espère que ça sera toujours le cas. En tout cas, j'ai rien contre les gens qui font des enfants, pas du tout. Mais voilà, c'est pas comme ça que je vais m'accomplir en tout cas. Donc voilà, j'assume tout ça, de marcher dans la rue et d'être fière de ce que je suis et de porter mes convictions. J'assume comme je disais tout à l'heure, d'oser être avec une autre femme dans la rue, même si encore une fois au fond de moi, il y a une autre Charlotte qui dit aïe aïe aïe, j'ai peur, j'ai peur. Puis l'autre elle dit bah non, je me laisserai pas marcher sur les pieds, non, je suis ce que je suis, et voilà. Et mes autres formes d'engagement, eh ben, je ne suis pas peut-être la plus grande militante, je ne suis pas celle voilà, qui va aller le poing levé dans la rue, quoique ça m'arrive. Mais comme je disais, à mon niveau, j'estime que l'art, la culture, l'éducation, ça doit venir de ma maman prof, mais qui m'a toujours dit que seuls les gens éduqués arriveraient
à lutter contre la bêtise et l'inégalité, la torture, la méchanceté, l'intolérance. Donc je pense que voilà, que pour faire face à des détracteurs, à des oppresseurs, à des gens qui veulent nous faire penser et vivre autrement, il faut avoir des arguments. Pour avoir des arguments, il faut avoir des bases solides. Pour avoir des bases solides, il faut avoir des connaissances. Donc là aussi, je sais que c'est un privilège de pouvoir avoir accès à l'éducation, malgré la précarité dans laquelle je suis en train de vivre depuis quelques temps, mais voilà, j'ai quand même de la chance. Et voilà, donc je continue. Donc cet engagement, c'est un peu rendre, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour ceux qui n'ont pas tout ça, je me sens le devoir de lutter avec les moyens que j'ai, que d'autres n'ont pas. Donc voilà, ce projet de mémoire, qui je ne sais pas vers quoi il va aboutir, mais en tout cas j'espère qu'il sera peut-être lu, ne serait-ce que dans mon cercle proche, et que ça va éveiller des consciences, j'espère. Et j'ai déjà fait encore une fois des rencontres, j'ai créé du lien avec des gens qui me portent et que j'espère porter un petit peu aussi. Et c'est intéressant aussi d'être... Pour parler un peu plus profondément de mes recherches, j'ai donc commencé à parler des théories féministes. Donc, quelle est la responsabilité d'un musée, d'une institution muséale, des artistes autour de ça? Et ensuite, du coup, indissociablement, je suis partie vers les théories queer parce que pour moi, ça va un peu de pair. Et il y a quelques mois, j'en suis arrivée à la réflexion sur les archives. Donc voilà, moi je vous remercie de vous intéresser à ça, et voilà, parce que moi je suis arrivée un peu au même point que vous. En tout cas, je ne sais pas si vous y êtes arrivée de la même manière, mais en tout cas voilà, ce côté, c'est l'affect qu'on met dans des objets qui en donnent l'importance. Et je pense que pour faire ces choix, pour donner cette importance ou non, il faut, je pense, changer la base des personnes qui sont mises en place pour faire ces choix. Pour que les choix changent, il faut changer les gens qui font les choix. Donc voilà un peu où m'a conduit ma réflexion, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des petits ou grands refondements d'institutions et de fonctionnement pour que, en tout cas, les gens réceptionnent autre chose que ce qu'on leur a toujours donné à voir. J'aimerais juste revenir un petit peu sur mon mémoire, sur mon master. Donc, quand je suis rentrée en master, l'idée de base était de travailler sur l'accessibilité de l'art à tous. Et puis ça m'est vite sauté aux yeux que je voulais parler de féminisme dans l'art. Donc, j'avais plutôt pris le côté les artistes féministes. Qu'est-ce qui définit l'art féministe? Voilà, je me suis un peu noyée dans ces définitions, ces surdéfinitions, ces déconstructions de définitions. Et déjà ça, donc j'en ai parlé à celui qui allait être mon directeur de mémoire. Donc on nous a imposé de fait, puisque je suis dans une petite université de campagne. On était 5 étudiants inscrits en Master 1 d'Histoire de l'Art. Donc juste pour vous faire quand même un petit topo rapide, ils ont tous pris des sujets... il y a 2 médiévistes, une moderne, on est 2 contemporains, mais contemporain, l'autre c'était contemporain quasiment moderne, quoi. Donc moi déjà j'étais sur du très très contemporain, donc on m'a assigné ce directeur de mémoire puisque c'est le seul prof d'art contemporain, et qu'il a quand même, c'est vrai, je lui reconnais ça, une sensibilité pour la question de genre. Donc ça me paraissait être finalement plutôt positif. Donc quand j'ai annoncé mon sujet, lui m'a suivi, réticent mais m'a suivi. Mais quand j'ai exposé ça à mes autres profs, ça a été un peu le cataclysme. On m'a dit, je pense qu'il est plutôt prudent de ne pas s'aventurer sur ce terrain-là. Donc on va y mettre des garde-fous. Donc déjà, voilà, art féministe et pas on déconstruit en parlant de comment on peut déconstruire justement l'histoire de l'art et la manière de penser
les expositions. Rattache-toi à quelque chose de plus professionnel, parle des structures. Donc voilà, je me suis rattachée à ça. Donc la responsabilité des institutions muséales. Et donc la deuxième année, j'ai quand même défendu ça, plutôt bien, plutôt fièrement, malgré l'avis de mes enseignants. Et en deuxième année, quand j'ai expliqué que je voulais justement viser un peu plus large, donc parler de côté un peu plus théorique, donc justement des théories queer et féministes qui allaient ensemble dans mes recoupements de réflexion et de lecture. On m'a dit, bah non, là c'est un peu trop sociaux, c'est attention, et puis on est quand même dans un milieu universitaire voilà, très, très genré et géré, j'allais dire, par des normes masculines et presque un peu démodées, si je puis dire. Donc voilà, on m'a dit non, garde quand même un côté un peu plutôt professionnel. Donc voilà, c'est pour ça que choix d'exposition a été retenu, enfin stratégie d'exposition, parce qu'il fallait quand même que ça soit rattaché à quelque chose de tangible, que j'aille pas trop loin dans ma... Et quand j'ai commencé voilà, à parler de l'intérêt pour éventuellement, sans vouloir être pompeux, mais réviser l'histoire de l'art à travers ça, on m'a doublement déconseillé, parce que non, là ça va trop loin, on déconstruit pas tout ce qui tient notre monde artistique aujourd'hui, quoi. C'est un terrain glissant. Donc je suis un peu toute seule à me débattre dans le grand bain, puisque j'ai pas beaucoup d'aide, ni de mon directeur, ni de personne, sachant que pour petit rajout, les 5 personnes qu'on était au début se sont transformées en 2 étudiants. Donc on est 2 étudiants à soutenir en 2019 un master d'histoire de l'art à Besançon. Donc mon compatriote ayant un sujet un peu plus consensuel, mais c'était pas un choix que ça soit consensuel, ça l'intéresse, c'est chacun son. Mais voilà, en tout cas je sais que c'est pas l'université qui m'aura aidé à me battre avec ce choix-là. Et pour revenir justement à toutes ces rencontres et à heureusement qu'il y a du collectif, c'est parce que je sais que grâce à des gens comme vous ou comme d'autres que j'ai pu rencontrer, je me dis si ça vaut le coup, vas-y. Et j'ai même imaginé au pire louper mon master parce que c'était un sujet qui ne plairait pas, mais au moins j'ai ma conscience pour moi d'avoir travaillé pendant 2 ans sur quelque chose qui mérite d'être travaillé et qui me tenait à cœur.